Est-ce que vous croyez qu'il peut exister une critique qui soit juste, par exemple? Même personnel, et les critiques, justement, moi je comprends très bien ça, sont toujours personnelles en général. Je veux dire, quand ils pensent du mal de quelque chose, ils cherchent à faire du mal parce que quand on est critique, c'est un mouvement d'humeur, comme ça, le lendemain c'est passé, on pense autre chose. Bonjour et bienvenue sur le podcast des critiques du Triangle. Alors aujourd'hui nous allons parler des films que nous avons retenus de ce mois de janvier. Donc Anthony, tu peux nous dire la liste ? Alors un mois de janvier assez peu fructueux, nous avons retenu The Fits et Neruda, donc, qui seront les deux films débattus dans ce podcast. Maintenant, nous allons parler de The Fits, un film de Hannah Rose Palmer, une jeune réalisatrice qui fait son premier film. Et c'est moi qui vais introduire le film puisque je suis le seul de la rédaction à avoir été autant enthousiasmé par le film, qui m'a rendu assez heureux parce que je trouve le film très réjouissant dans cette façon de filmer une jeunesse qui est en permanence en mouvement. Je trouve le film très lumineux, plein d'espoir, alors même qu'il s'intéresse à une jeunesse qui vit dans un quartier populaire qui connaît quand même une certaine pauvreté. Le film ne met pas pour autant la pauvreté en hors-champ, mais elle n'est jamais explicitement montrée. Et ce qu'il y a de très beau, c'est comment ces personnages essayent, toute cette jeunesse essaye par la danse ou par la boxe, mais surtout par la danse dans ce film, essayer de se transcender tout simplement par le sport, par le corps, pour échapper à ce milieu très gris qui est présent dans tout le film, qui est l'environnement qui entoure tous les personnages, cette espèce de grisaille, et la fin qui est à mon avis très belle, montre bien justement cette capacité à faire abstraction du décor et à dépasser le milieu dans lequel ils vivent. Moi, je trouve le film assez beau, notamment dans la rétention qu'il y a dans le montage, c'est-à-dire que il y a vraiment une façon de concentrer. Le film est vraiment, il y a un geste assez radical dans le film qui est vraiment de concentrer toute l'action dans un lieu unique et de vraiment retirer tout ce qui pourrait être de l'ordre de superflu. Donc les scènes des personnages avec leurs parents, par exemple, ils parlent beaucoup de leurs parents, mais on les voit jamais. Donc il y a vraiment une façon le film, enfin le montage dit que tout se joue ici et que le film est vraiment un récit de transformation, c'est-à-dire qu'on a ce personnage de Tony qui va à chaque fois passer des frontières, c'est-à-dire qu'elle passe du monde de la boxe très masculin au monde de la danse plus féminin, et le film de séquence en séquence, elle va se transformer. On voit il y a les boucles d'oreilles elle va avoir des boucles d'oreilles. À la fin du film, elle sera maquillée. Donc il y a vraiment une progression comme ça qui assez subtile, je trouve, qui figure la transformation du personnage. Alors moi, je vois pas tant ça comme un défaut, mais le fait que le film est vraiment très ouvert et que il est ouvert à l'interprétation. Moi, on va dire que le film, évidemment, on pense à la transformation du corps féminin. Donc, les convulsions sont vraiment le symptôme d'un corps qui se transforme et qui se féminise. Donc, évidemment, on pense à la puberté, aux menstruations, etc. Donc, et le film a cette façon
de rester dans ce flou assez fantastique qui fait penser à Cronenberg et à cette idée cette idée de contamination du corps, et que il y aurait quelque chose comme ça qui sidérerait les personnages, puisque le film part d'un postulat assez horrifique. Il y a une paranoïa qui monte, les personnages se demandent qu'est-ce que c'est que cette chose qui contamine les personnages, et petit à petit en fait on a l'impression que c'est ce qui est vu comme un danger pour les personnages devient presque une façon de transcender leur corps, et jusqu'à la fin où Tony littéralement s'envole, qui montre vraiment que les convulsions sont une manière de figurer ce passage du corps d'enfant au corps adulte, donc cette transformation du corps féminin, donc ces convulsions qui peuvent figurer les menstruations ou en tout cas la puberté de façon générale, donc une idée de transformation. Enfin voilà, le film reprend l'idée qu'il y avait dans It Follows, qui prenait aussi qui jouait sur le mode du fantastique, le passage à l'âge adulte, et que on a vraiment comme si le cinéma indépendant américain prenait toujours la fin de l'adolescence, ou en tout cas ce passage de l'adolescence comme quelque chose d'horrifique, donc comme si la transformation du corps était vécue comme quelque chose de terrifiant. Et là évidemment on pense à Vidéodrome notamment, qui joue aussi là-dessus, sur cette transformation du corps comme un devenir monstrueux du corps, presque on voit que voilà il y a quelque chose de l'ordre de l'horrifique dans le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nicolas? Moi j'ai trouvé que c'était un film assez vain en fait. C'est un film qui a une esthétique somme toute élégante. Mais en fait, il m'a un peu rappelé Fish Tank. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est cette idée d'enfermer des personnages dans un milieu, et l'idée également du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Mais le film, il va pas plus loin. Et je vais même dire qu'il fait des contre-vérités, en fait, des contresens. Si vraiment les convulsions, c'est ça, et on comprend clairement que c'est censé être ça dans le film, alors pourquoi t'as des enfants de 10 ans qui vont avoir les convulsions au moment où des jeunes filles de 16 ans en ont? Oui. Mais c'est justement là où le film est beaucoup plus subtil. Comme disait Anthony, c'est que le film est ouvert en fait, et effectivement les convulsions peuvent symboliser ce passage de l'âge adulte, mais d'ailleurs même pas seulement, ça peut symboliser le passage de l'enfance à l'adolescence, enfin la prépuberté, ou de l'adolescence à l'âge adulte, parce que effectivement il y a autant des jeunes de 17-18 ans qui sont pris de convulsions que des enfants de 10 ans. Et moi par exemple, comment je l'ai interprété, c'est ça peut être simplement une façon de montrer que c'est à ce moment-là que les danseuses trouvent la maîtrise de leur corps, et ça joue justement sur cette ambiguïté que elles trouvent une réelle liberté, une réelle joie dans cette danse, et ça se matérialise par ces convulsions, qui est une espèce d'apothéose, de feu d'artifice de cette joie que d'être dans un groupe de danse, dans un groupe sportif. Enfin, à mon avis, ça matérialise plutôt ça. Enfin, ça matérialise ça et d'autres choses. Et c'est là, à mon avis, où le film est intéressant. Alors, par contre, je rejoins Nicolas sur l'idée que le film ne raconte pas autre chose que ça. C'est-à-dire que ça reste un petit film, et il est quand même limité dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire que ça se limite à cette ouverture après je salue le fait que le film que ce soit pas un plaquage d'intention, mais que voilà, il y a une façon, comme disait César, ça peut aussi bien parler du passage, de la transformation du corps, que quelque chose qui serait vraiment de l'ordre du sport. Donc vraiment soit l'idée de maîtrise, ou vraiment quelque chose que le corps aurait serait presque en surtension par l'effort sportif.
actrice, donc voilà, je trouve ça assez intéressant, mais voilà, je pense que le film se limite quand même à ça. Moi, j'ai quand même une interprétation qui me pose un peu un problème. C'est-à-dire que la dernière personne qui va se libérer et qui va avoir cette convulsion, et convulsion, presque une convulsion balai, en fait, c'est l'héroïne principale. Et cette héroïne... En fait, j'avais l'impression que le fait qu'elle se muscle comme ça, de cette manière, parce que le muscle maintient, c'était une façon de pas vouloir changer son corps, de vouloir contrôler et gérer les changements de son corps. Et du coup, en faisant de la boxe, elle gérait les changements de son corps. Et donc c'est quoi? C'est en faisant de la danse qu'on se libère? C'est en faisant de la danse par rapport à la boxe qu'on va libérer son corps? Moi je pense que tu te trompes. Enfin non, j'ai pas envie de dire que tu te trompes parce que tu peux le dire. Hein. On voit tous ce qu'on veut dans un film, mais justement, encore une fois, c'est le film est pas binaire, c'est-à-dire qu'il fait pas une opposition entre le monde de la boxe et le monde de la danse. Alors effectivement, elle laisse la boxe de côté, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que elle utilise son expérience de la boxe dans la danse, dans ses mouvements, et ça, la réalisatrice, elle le montre très bien dans cette même énergie qu'elle a quand elle danse. Elle le montre bien en montrant que ça l'amène à la médiocrité. Ses façons de faire de la danse comme elle fait de la boxe, on voit bien que c'est elle ne suit pas le reste du groupe, qu'elle est en deçà du niveau des autres danseuses. Mais c'est là que le film montre le passage de la boxe presque comme une étape, c'est-à-dire que on va dire que ce serait un personnage qui aurait été entre guillemets masculinisé par son grand frère, donc qui est presque une façon de s'identifier à son grand frère. Elle veut ressembler à son grand frère, et justement en fait la danse c'est vraiment vu comme une émancipation, et il y a quand même une progression dans le film qui dit qu'elle s'améliore. Au début évidemment il y a quelque chose d'assez comique dans sa façon de danser, qui est assez, elle est comme ça, assez raide, assez droite, donc quelque chose qui serait hérité de son expérience de boxeuse, mais on voit que voilà ce qu'il a fait parvenir à la fin. Enfin, il faut le temps du film pour qu'à la fin elle arrive vraiment à une affirmation de sa féminité, et qui passe justement par le moment d'élévation qu'elle a, que je trouve assez beau. Oui, puis par exemple la première scène de danse où on comprend qu'elle réussit à trouver quelque chose, c'est justement dans la chorégraphie qu'elle doit apprendre pour le groupe de danse. Elle doit faire comme si elle donnait des coups, comme dans la boxe, et c'est par ce mouvement-là qu'elle prend réellement du plaisir, et qu'elle fait en boucle ce mouvement, et que donc il y a une vraie elle crée une vraie filiation avec la boxe, Tony, à mon avis. Enfin bon. Oui, elle essaye de se raccrocher comme elle peut effectivement à l'univers de la danse par ce qu'elle connaît déjà, ce qui est tout à fait normal. Mais par rapport au fait d'affirmer sa féminité en faisant de la danse, je suis désolé de vous le dire, je trouve ça moyenâgeux. Et c'est même pire que ça. En quelles circonstances on pourrait pas affirmer sa féminité en faisant de la boxe? Enfin, il y a quand même des films qui nous l'ont prouvé, et pourtant qui sont pas des films de réalisateurs particulièrement progressistes. Je pense à $1 Million Baby, où l'actrice affirme sa féminité par la danse, et affirme clairement une féminité. Et la féminité, d'ailleurs, n'a pas de définition. C'est la féminité de cet enfant qui avait peut-être besoin de la boxe. Et au final, les circonstances la forcent à faire de la danse. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, première chose, il va falloir revoir $1 Million Baby et peut-être beaucoup de films de Clint Eastwood pour se laver un peu les yeux. C'est la première chose. Et la deuxième chose, on voit que le monde de la boxe dans le film est régi par des codes exclusivement masculins, et on sent que le personnage se sent beaucoup plus épanoui dans le monde de la danse. Donc il y a pas de, c'est toujours au service du personnage. C'est ça qui est moyenâgeux. Il se sent plus épanoui dans le monde de la danse parce que c'est une jeune fille. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'on peut pas considérer que la jeune fille a le droit de faire de la danse, a le droit de faire de la boxe. Mais pas du tout. Et en plus, ça réfute pas du tout. Enfin, c'est absolument pas moraliste. Enfin, c'est juste
qu'elle choisit la danse. Enfin, il y a à aucun moment on est en train de dire c'est par la danse qu'elle va trouver sa féminité. Puis, on sent bien qu'elle est attirée par la danse. Enfin, c'est quelque chose qui attise sa curiosité. Puis, enfin, c'est pas du tout quelque chose. Elle n'est pas forcée d'y aller. Oui, mais on dirait que la réalisatrice affirme qu'à un certain âge de sa vie, on était attiré par la danse, et elle a le droit d'être attirée par la danse. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, les deux, c'est impossible, parce que quand elle arrive dans son club de boxe, son frère lui a pas laissé de part de pizza, et je trouve que l'image est terrible. C'est-à-dire qu'elle a plus sa place dans la boxe quand elle va à la danse. C'est quand même... Et elle avait pas sa place en danse quand elle faisait de la boxe. On l'a traitée de garçon manqué et elle était rejetée par l'autre partie. C'est-à-dire qu'on peut pas considérer que les deux sont possibles. Elle a fait un choix. Et ses convulsions, donc sa libération, arrivent par ce choix. Ce choix de renier une partie de sa vie, une partie soit de son enfance, soit de sa masculinité, parce que après tout, chaque personne en soi a une part de masculinité et une part de féminité. Et elle est obligée de faire ce choix. Voilà, moi après c'est un débat sans fin, mais voilà, c'est ce que je pense du film. Je le trouve un peu, alors déjà vain, et ensuite idéologiquement je le trouve très en dessous du niveau de beaucoup de films, dont Clint Eastwood, que je n'y rejette absolument pas la faute. Au contraire, je fais l'éloge de $1 Million Baby sur le côté féministe. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Esto tiene que ser una cacería salvaje. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas, el policía persigue al asesino hasta el final. Neruda de Pablo Larraín, avant Jackie avec la splendide Nathalie Portman. Pablo Larraín nous offre un film sur le poète. César, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai été agréablement surpris, puisque j'allais voir ce film un peu à reculons, parce que les biopics, c'est vraiment pas le genre que j'affectionne, et en fait, je me suis rendu compte que Pablo Larraín, il détourne complètement le genre du biopic, et à ma grande joie, puisqu'en fait le film c'est pas un film sur la vie de Neruda, c'est un film sur la littérature. Donc puisqu'en fait on se rend compte que la traque de Neruda par un policier, en fait il y a un moment dans le film où on se rend compte qu'elle peut être complètement fantasmée, et que ce policier est une création de Neruda, ou inversement que le policier aurait pu créer dans sa tête toute cette traque. Enfin, il y a une idée dans la création de personnages qui est très belle. Et il y a quelque chose aussi sur le cinéma. Le film est contaminé par plein de genres. Il y a le film noir, le western, et bien sûr le biopic aussi, mine de rien. Et oui, j'ai trouvé ça assez beau, en fait. Pour moi, c'est vraiment un film sur la construction d'un personnage, autant par un poète que par un cinéaste. Alors, je suis un peu moins enthousiaste que toi. Je trouve le film intéressant, mais je trouve qu'il a quelques problèmes. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment cette substitution, puisqu'on aurait en gros deux personnages principaux qui seraient le personnage d'Oscar, le policier, et le personnage de Neruda, et qui auraient vu qu'on est ce qui serait attendu dans un biopic, c'est qu'on raconte la vie de Neruda. Or, le film déjoue cette idée, et que du coup, c'est vraiment Oscar qui devient presque le personnage principal à la place de Neruda. Et par on va dire que par ce postulat, le film, disons, met Oscar dans une position assez particulière, c'est-à-dire que la mise en scène sans cesse surligne le fait que les personnages sont dans un dispositif de projection, c'est-à-dire qu'on a énormément de flair dans le film. Il y a une façon très étrange de filmer les personnages quand ils sont dans des voitures, par exemple. Enfin, il y a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose d'un peu irréel dans ce film, et que les personnages sortiraient eux-mêmes d'un écran, et que le personnage d'Oscar serait en fait le jeune cinéphile qui serait en train de projeter sur un écran ses fantasmes ces fantasmes enfantins, on va dire. Donc il projette comme tu disais, César,
des motifs du film noir, des motifs du western avec cette fin dans la neige. Et là où ça me pose souci, c'est que on a le sentiment que le film, plutôt que de se mettre au niveau d'Oscar, qui serait voilà cet enfant qui fantasmerait cette traque policière où il aurait envie voilà de jouer au policier, donc dans cette façon de poursuivre Neruda. Or la forme du film se met plutôt au niveau de Neruda, et c'est là que je trouve qu'il y a une divergence entre le fond et la forme du film. C'est-à-dire que si le sujet, ce serait une substitution de Oscar, c'est-à-dire que c'est lui qui deviendrait le personnage principal, la forme, elle se veut être une transposition de la verbe poétique de Neruda, c'est-à-dire que notamment par cette façon de déréaliser l'image, donc vraiment d'essayer de trouver une forme poétique au film, et aussi par ces effets de montage où voilà, dans une continuité dialoguée, on a des sautes temporelles que je trouve totalement ratés, et je trouve qu'il ne produit absolument rien en termes de mise en scène. Le film rate sa façon de fusionner le fond et la forme. Je trouve qu'il y a des problèmes je pense de surmoi d'auteur de la part de Pablo Larraín, de cette façon de se mettre au-dessus du point de vue de son personnage, qui serait dans le sujet du film le personnage principal. Je reviendrai sur une idée que tu défends où je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le film, justement, et c'est là où il est intéressant, c'est que c'est pas seulement le point de vue de Neruda, c'est qu'il y a une ambiguïté, il y a une idée de réciprocité, c'est-à-dire que le récit, il dépend autant de Neruda que du policier. Et justement, le film, ça va être justement de savoir qui va prendre le contrôle de ce récit. Et c'est toujours, c'est ce jeu, et c'est pas forcément Neruda qui prend le contrôle. Enfin, bon. Disons que il y a vers la fin du film, quand la femme de Neruda dit à Oscar avoue à Oscar qu'il est une création du poète, et là on a le film prend une dimension autoréflexive, c'est-à-dire que Oscar ce serait non seulement la création de Neruda, mais aussi par effet de miroir aussi la création de Pablo Larraín, et je trouve ça qui vient vraiment appuyer cette volonté. C'est jamais explicite à aucun moment on voit Pablo Larraín dire explicitement c'est ma création. Enfin, c'est normal, mais je veux dire, ça se sent pas dans la mise en scène. Je trouve que c'est un peu un procès. Mais si, parce que justement la mise en scène essaie de trouver une forme poétique, donc Pablo Larraín s'assimile au poète. Et donc, à ce moment-là, moi je préfère une forme poétique plutôt qu'un film absolument académique qui n'a aucune fulgurance. Il est pas obligé de passer par une forme tapageuse pour je pense qu'il est dans l'excès inverse en fait. Il veut contrebalancer le biopic académique, il est presque dans l'excès inverse, et il tombe un peu dans des travers auteuristes. Mais par ailleurs, le film, je trouve le film intéressant en tout cas dans sa volonté vraiment dans cette volonté de substitution en tout cas, et je trouve le personnage de Oscar joué par Gaël Garcia Bernal vraiment c'est vraiment un très beau personnage, et il est presque comme ça, on a l'impression qu'il est toujours en train de comme s'il allait pleurer en fait. Il a quelque chose de très fragile, de très humain, alors que c'est censé être le policier fasciste, etc. Et donc je trouve que le film dans son retournement est assez beau.